plus cette marge de manœuvre, terminé. Et pour lui, c'est un gain sur pratiquement. Ok, c'est un gain immédiat pour le broker, mais il réduit sa base de clients. Là, il réduit sa base de clients, c'est pour ça que les brokers ont d'énormes budgets de marketing qui sont continuellement à la recherche de nouveaux clients. On le voit partout, même à la télé. Exemple, vous regardez même les CNBC, c'est une chaîne à regarder, hein, puisque dans les salles de marché, vous avez Bloomberg, CNBC. Hein, même on voit BFM TV, je veux dire, enfin BFM Business, je veux dire. Et CNBC, vous voyez des pubs de courtiers pour les particuliers. Vous voyez très peu, vous ne voyez pas des pubs, je dirais, Goldman Sachs, Barclays, Merrill. C'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin de faire ces pubs-là, parce qu'ils n'attirent pas des gens. Parce que quand vous attirez des gens et que vous essayez de leur pomper leur déposit, leur somme, eh ben, quand on en a pompé un, on est obligé de passer à un autre. Ils sont condamnés à avoir un budget de pub monstrueux dans toutes les pubs que vous entendez sur BFM. Si vous gagnez en compte de démonstration, il n'y a pas de raison qu'après vous perdiez en compte. Bah si, parce que vous pouvez gagner en compte de démonstration, justement parce que les mêmes montants de transactions. Oui. Justement, si vous faites des grosses transactions. Si vous avez les mêmes montants en démo et en réel, le problème c'est qu'en démo, vous avez 50 000 ou 100 000 euros sur votre compte. Donc vous avez énormément de marge de manœuvre. Vous pouvez vous permettre de garder une position 3 à 4 semaines, il n'y a pas de problème. En excluant les appels de marge, effectivement, mais sur des opérations strictes, si vous gagnez, je veux dire, que vous jouez en compte démo ou en compte réel, je vois pas la différence. Ah bah, il y a déjà une différence sur le montant que vous allez investir. C'est ce sont les mêmes sommes. Oui, mais c'est ce que je dis. Le premier, c'est la sous-capitalisation. C'est le sujet tout à l'heure, je parle de la sous-capitalisation. Ça, c'est la première chose. Puis il y a un autre, bon ça, je ne vais pas trop en parler ce soir parce que ce n'est pas le sujet de ce soir, mais il y a quand même aussi un aspect très important entre la démo et le réel, c'est l'aspect psychologique des choses. D'accord. Voilà, ça, c'est pas. On pourrait encore rentrer là-dedans parce que le broker, encore une fois, il connaît l'aspect psychologique des choses, il les manipule. Il sait, il a fait des études avant de se lancer dans le business model, de se dire je vais me prouver ou je ne vais pas me prouver. Ils font des études sur comment se comporte un trader et comment je vais pouvoir augmenter mes probabilités de gain, c'est-à-dire de perte du trader. D'accord ? Ils ont des logiciels. Ils ont des logiciels. Il y a des sociétés qui ont développé ça en fait. Et ils proposent aux courtiers, si vous voulez, des logiciels qui étudient les trades des clients. Et, par exemple, donc le commercial est alerté quand le client ne trade plus. Comme par hasard, le commercial vous rappelle. Ouais. Ou que son comportement change, c'est-à-dire que vous avez des logiciels qui permettent de détecter le comportement d'un trader sur le marché. Quand il a un comportement de débutant qui porte à croire qu'il va perdre, tout va bien. Si son comportement change, qu'il commence à gagner plus régulièrement, ou qu'il met des stop-loss qu'il n'en mettait pas avant, enfin ce genre de choses, il va y avoir une alerte et on va dire tiens, celui-là il change de catégorie, il devient gagnant, donc on va le changer de business model, on va le mettre dans ce qu'on appelle e-book. Et ça, c'est pas le sujet de ce soir. Enfin, on a un peu dévié, on aura l'occasion, si vous voulez, de faire une conférence plus en détail sur le fonctionnement des brokers. Mais voilà, ils font rien par hasard. On parlait aussi de l'effet de levier tout à l'heure. Les brokers, vous trouverez tous, enfin, partout sur Internet, des brokers qui proposent au moins 100, 200, 300, 500, mais j'en ai même trouvé qui proposent 800, même 1000 d'effets de levier. Alors pourquoi ils proposent beaucoup d'effets de levier comme ça ? Toujours pour vous offrir cette possibilité, parce que vous avez commencé en démo, là vous êtes en réel, vous n'avez pas 100 000 euros sur votre compte réel, donc pour vous donner la possibilité de continuer votre trade, parce qu'en démo vous étiez gagnant en prenant des trades de 100 000 euros, ce qu'on appelle un lot par exemple, et vous avez envie de continuer parce que vous avez vu que vous avez gagné de 100 euros par jour pendant les 3 semaines de votre compte de démo, vous avez envie de continuer sur les mêmes montants avec un capital moindre, donc on vous offre de l'effet de levier. Ce qu'il faut bien retenir quand même avec l'effet de levier, c'est que si on prend juste un effet de levier, enfin juste, ce qui est déjà énorme je trouve, mais un effet de levier de 100 points d'effet de levier, ce qui est bien moins que ce qu'on trouve généralement dans les publicités des brokers. 100 d'effet de levier, ça veut dire que s'il y a une volatilité d'1% sur l'euro-dollar, ce qui est généralement le cas, vous perdez la totalité de votre compte. 1%, l'euro-dollar, il est à 1,33, 133 pips. Ouais, voilà, 133 pips, vous perdez tout. Alors, avec 200, avec 500, avec 1000 c'est 13 pips. Voilà. En fait, plus le courtier vous propose un levier élevé, plus c'est louche. C'est suspect. Voilà. Plus c'est louche.
pourquoi les plus sérieux, c'est des leviers très bas. Il y en a qui font de toute façon, aux États-Unis, les effets de levier, les autorités, la NFA, ils ont commencé à comprendre ce qui se passait au niveau du marché Forex. Donc ils ont compris qu'il y avait une manipulation, que les clients étaient trompés, qu'on cherchait à prendre leur argent. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réduit les effets de levier. Je crois que c'est 50 points maximum aux États-Unis sur les. Ça dépend des paires de devises. Sur les paires de devises majeures, donc les plus traités. Sur les exotiques, c'est 25 ou 20, je ne sais plus, j'ai un doute. Je crois que c'est 25. Au Japon, c'est 8 même. Ouais, 8 même sur les paires de devises les plus exotiques. Au Japon, c'est 20 effets de levier maximum pour toutes les paires de devises. Donc il y a des pays, enfin des autorités dans certains pays, des autorités de régulation qui ont compris le petit fonctionnement des brokers et qui se sont dit, mais là le problème c'est qu'il y a beaucoup de particuliers qui perdent leur argent, il faut qu'on stoppe ça d'une manière ou d'une autre. Donc ils réduisent les effets de levier. Ce n'est pas encore le cas en France, ce n'est pas encore le cas en Angleterre, parce que les mentalités sont un peu différentes. Enfin, surtout en Angleterre, en France je ne sais pas, mais en Angleterre les mentalités sont un peu différentes. Mais tôt ou tard, enfin je l'espère, ça viendra. Voilà pour les effets de levier. Dans quel sens c'est différent en Angleterre En Angleterre, enfin je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Angleterre, les Anglais sont très joueurs. On trouve à tous les coins de rue un casino ou un endroit où on peut parier. Et ils sont tellement joueurs que même le trading là-bas, ils ont développé une offre spéciale qui n'existe pas en France, qui s'appelle le spread betting. Spread betting, c'est un genre de pari financier. Donc vous pouvez aller dans n'importe quel bureau de paris, parce qu'il y a des bureaux de paris comme ça en Angleterre. Vous pouvez parier sur tout ce que vous voulez, et vous avez un petit guichet toujours à côté, paris financier. Et là, à ce moment-là, c'est détaxé, c'est comme des jeux en fait, donc vous ne payez pas de taxes sur les plus-values que vous faites sur ce genre de paris financier. Par contre, la contrepartie, c'est que le broker n'est plus broker mais bookmaker, et la contrepartie, c'est qu'il ne doit pas se couvrir. C'est-à-dire ça doit rester un pari, c'est-à-dire le broker prend le pari, vous prenez le pari, c'est plus du tout le même métier, quoi. Donc dans ce sens-là, ils sont vraiment... c'est ce que j'ai ressenti en vivant pendant 2 ans en Angleterre, ils sont beaucoup plus joueurs. Entre midi et 2, ils partent tous faire leur petit ticket pour parier sur la météo de demain, quoi. Après, pas du tout la même mentalité qu'en France. Donc, attention quand vous tradez, excusez-moi, attention quand vous tradez l'appel de marge. Moi, j'ai, comme je vous disais, travaillé pendant 4 ans pour des brokers. La principale cause de perte et de fermeture de compte et d'abandon du trading, c'était l'appel de marge. Les personnes qui gardent leur position sans stop loss, qui continuent à persévérer, à croire que ça va, à persister, à croire que ça va redevenir favorable, jusqu'au moment où, boum, il y a un appel de marge. Et l'appel de marge, comme je le disais tout à l'heure, il arrive beaucoup plus vite si vous avez un fort effet de levier que si vous n'avez pas d'effet de levier. Et ça, on le dit souvent, mais je le dis quand même encore une fois, ne tradez pas avec de l'argent dont vous avez besoin pour vivre de l'argent. Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, ne tradez pas avec cet argent. Très souvent, j'ai aussi tendance à dire... L'exemple d'un cas chez un courtier. J'ai eu l'exemple de quelqu'un qui avait... Moi, je l'ai vécu, je peux vous dire que c'était pas amusant de recevoir cette personne. Quelqu'un qui avait vendu sa maison, qui avait racheté une maison plus chère avec un crédit supplémentaire, et qui s'est dit, en attendant de faire la transaction immobilière, j'ai 150 000 € sur mon compte, je vais les mettre sur le Forex pour spéculer un petit peu. Ça s'est très bien passé la première semaine, il a fait des gains énormes, parce qu'il utilisait un énorme effet de levier. Le problème, c'est qu'après, ça c'est la chance du débutant, parce que vu les gains qu'il faisait, c'était plus de la chance qu'autre chose, je pense. Ça a tourné, et il a tout perdu. Donc là, il s'est retrouvé dans une situation assez difficile. C'est sa femme qui était venue nous voir à l'époque pour savoir ce qui se passait, parce que du coup, il ne disait plus vraiment ce qui se passait. Quand il gagnait, il le disait, mais quand il perdait, il ne le disait plus, et il s'est retrouvé dans une situation catastrophique. Donc ça, c'est vraiment le cas extrême, mais surtout, voilà, si vous avez, je ne sais pas moi, des économies, mettez pas tout dedans, d'accord ? Commencez progressivement. Puis c'est pareil, les opportunités, il y en a tous les jours, mais tous les 2 jours, ça arrive tout le temps. Il ne faut pas s'affoler, c'est pas la peine. Aujourd'hui, vous ne sentez pas le marché, vous n'avez pas vraiment le temps de suivre vos positions, et vous ne le faites pas. Je veux dire, moi, aujourd'hui, cet après, il faut que je finisse j'ai pas pris de pause. Je veux dire, on ne peut pas... Alors tout à l'heure, on parlait des brokers qui sont obligés de toujours régénérer leurs clients. Mais ils ont des petites méthodes aussi, des petites techniques, je l'ai obligé d'en parler, mais ils ont des petites techniques pour fidéliser leurs clients même s'ils perdent. Par exemple, en offrant des bonus. Là, vous avez mis 1000 € sur votre compte,
il voit que vous êtes à 500 € de perte, qu'il ne vous reste plus que 500. Toujours le petit logiciel qui met en alerte, là, il reçoit une alerte, il dit attention, cette personne a perdu la moitié de son compte, probabilité très forte qu'il s'arrête. Bah là, il va vous appeler, il va dire ah, j'ai vu que vous aviez perdu 500 €, je suis désolé, bon, c'est pas grave, si vous redéposez 1000, je vous offre 500 de bonus. Comme ça, et ben, finalement, c'est comme si vous n'aviez pas réellement perdu votre argent. Donc finalement, vous partez sur une bonne base. Je vous donne un petit coup de pouce comme ça. Il faut savoir que le bonus, c'est pas un cadeau. Le bonus, très souvent, c'est avec des conditions de volume. Donc, généralement, il faut faire 2000 ou 3000 fois la valeur de son compte pour que le bonus soit acquis. Faites le calcul, ça fait 5 millions. Enfin, ça fait 2-3 millions. Des fois, ça fait jusqu'à 5 millions. Généralement, si le bonus est de 20%, on vous demandera 2000 fois la valeur de votre compte. Si le bonus est de 30%, on vous demandera 3000 fois la valeur de votre compte. Et si le bonus est de 50%, on vous demandera 5000 fois la valeur de votre compte. Donc, ça peut chiffrer. Donc, eux, pourquoi ils font ça encore une fois? Parce qu'ils savent que s'ils vous mettent une obligation de volume, bah, d'une part, ça va vous obliger de rester plus longtemps. Donc pour eux, le temps, c'est du gain, puisque plus vous tradez, pour eux, dans leur logique à eux, plus vous tradez, plus vous avez de chance à un moment donné de perdre. Et en même temps, si vous mettez une obligation de volume, ça va vous inciter à utiliser un petit peu plus de levier pour atteindre l'objectif, évidemment, qui est d'atteindre ces 5 millions de volume rapidement, pour que le bonus soit réellement acquis. Donc ça, c'est un autre point. Mais dites, monsieur, comme a dit tout à l'heure la remarque, à force de lessiver les clients, je veux dire, que fait-on alors? Les brokers, s'il n'y a plus de clients, il y en aura toujours. Pour le moment, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Ils arriveront toujours à... Pour le moment, après, je suis d'accord avec vous. Combien de temps ça va durer, ça? Quelque part, la crise, vous savez, les gens, acheter de l'immobilier parce que ça ne baisse pas, il faut avoir de l'argent, il ne faut pas avoir 2000 €. Acheter des actions, ils sont dégoûtés. Ah bah c'est soit on prend un ticket de loto, mais on a une chance sur 13 millions. On connaît par exemple sur les actions, les porteurs, hein, on sait à peu près en France, les petits porteurs, ça correspond à quoi, 2-3 millions maintenant, ça a considérablement baissé. Et au niveau du Forex, on connaît le nombre d'intervenants? Au niveau du Forex, en intervenant actif, c'est-à-dire qui trade régulièrement, selon les dernières statistiques, je crois que c'est 20 000 traders. En France? En France. 20 000 traders. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Il y a encore énormément de monde qui peuvent venir. Il y a des courtiers qui se sont rendus compte que déjà dans tous les 3 millions d'actionnaires, de petits porteurs, potentiellement il y en a beaucoup qui peuvent aller sur du Forex, sur des CFD. Ouais. Et les gens qui font des jeux en ligne. Moi j'ai eu le cas un jour de quelqu'un qui m'a avoué textuellement ouvrir un compte chez un broker Forex parce qu'il était interdit de casino et il n'était pas interdit de broker Forex. Donc ça arrive. Hein. Ça arrive. Bon, lui, on a... lui, c'était... Alors, je ne vous cache pas que quand travaillant pour des brokers, des fois, j'avais des remords quand je voyais Je freinais des fois les ouvertures de compte quand je voyais que c'était des personnes qui n'avaient pas beaucoup d'argent, etc. J'ai toujours freiné un petit peu les ardeurs. Bon, la personne qui m'a avoué dire vouloir mettre 500 € parce qu'il était interdit de casino, je me suis dit, bon, c'est un joueur. Lui, en tout cas, il est conscient du risque, normalement. Enfin, encore, s'il est interdit de casino, c'est peut-être... Donc, autre chose aussi, pour moi, quelqu'un qui débute sur le Forex n'a aucun intérêt à utiliser de l'effet de levier. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui la possibilité d'ouvrir un compte avec 1000, 2000, 3000, 4000 €. Vous avez la possibilité de mettre ce qu'on appelle des micro-lots, un micro-lot, deux micro-lots, donc c'est-à-dire des transactions de 1000 ou 2000 €. Pour moi, c'est un conseil que je vous donne ce soir, quelqu'un qui débute avec 2000 € n'a aucun intérêt de prendre des transactions, même des transactions de 10 000, ça ne sert à rien. Quand vous débutez, vous êtes là pour apprendre, l'effet de levier dans l'apprentissage, il ne sert à rien. D'accord ? Autant commencer avec avec un effet de levier, c'est-à-dire j'ai 2000 sur mon compte, je prends des transactions de 2000 sur le marché, et comme ça apprendre sans mettre en péril votre capital, puisqu'avec un effet de levier, un effet de levier nul, vous donnerez beaucoup plus de temps, parce que vous allez perdre quoi? Vous allez perdre 3-4 € si votre stop loss est touché, vous allez gagner 4-5 €. Alors évidemment, c'est pas super excitant, vous allez gagner 4-5 € par-ci, 4-5 € par-là, mais rappelez-vous que vous êtes en période d'apprentissage quand vous débutez, donc l'objectif c'est pas de doubler son capital le plus rapidement possible, l'objectif c'est d'apprendre, et après, une fois que vous vous sentirez à l'aise, une fois que vous aurez la technique qui vous convient, le money management qui vous convient, à ce moment-là, je passe à 2 de levier. Si ça se passe bien, je passe à 4 de levier. Si ça se passe bien, j'augmente en gardant à l'esprit que moi,
enfin 10, ça doit être le maximum à ne pas dépasser en termes d'effet de levier. Et même si vous pouvez ne pas dépasser 5, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Puis au début, le but, c'est d'apprendre, c'est de faire des trades gagnants en majorité, je dirais. C'est du long terme. Le but, c'est pas faire, quand vous mettez des performances de 100% en un mois, ça ne tient pas. Je connais aucun fonds professionnel qui fait ça. Ils n'existent pas. En plus, ils ont des clients, ça joue, parce que quand on a un client, on annonce à un moment, je suis à moins 20, moins 30, le client en général il parle. Donc, ça n'existe pas. Donc, vous voyez plein de performances avec des robots, des machins comme ça. Alors, les robots, c'est un autre sujet aussi, bon, on pourra en parler, mais. Bon. T'as plus de 10 minutes? Ouais, j'ai plus de 10 minutes, ah bah j'ai pas fini, alors je vais me dépêcher. Alors, autre chose aussi, c'est le ratio gain-perte qui est important sur le Forex. Souvent, on dit qu'il faut avoir au moins un ratio de 1 sur 2, c'est-à-dire je risque 1 pour gagner 2. Maintenant, une stratégie, donc là c'est des petits tests, mais c'est juste mathématique, mais c'est juste pour en prendre conscience. Une stratégie qui perd 80% du temps est-elle mauvaise? On pourrait avoir tendance à se dire oui, c'est pas forcément terrible. Maintenant, tout est une question de ratio. Si la stratégie gagne 4 fois plus qu'elle ne perd, enfin non, attention, 80% de pertes, si les gains sont 4 fois plus importants que les pertes, et bien finalement vous êtes gagnant. C'est pas grand chose, mais vous êtes gagnant. Donc c'est à prendre en compte. Si vous avez un système qui en moyenne fait gagner 1000 euros, alors j'aurais pu mettre 1100 euros plutôt ou 10 euros, et qui en moyenne vous fait perdre 1500 euros, est-ce qu'il est mauvais? Encore une fois, non, c'est une pure logique mathématique. Si on gagne 3 fois sur 5, ça va. On s'en sort, on reste gagnant. Maintenant, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il vaut mieux, enfin moi c'est ce que j'en ai déduit, je pense que tu as la même vision que moi à ce niveau-là, vaut mieux une stratégie qui fait des petites pertes souvent, et puis une fois de temps en temps on prend un bon mouvement et on gagne une grosse somme, plutôt que le contraire. Parce que si vous faites plein de petits gains souvent, et que vous avez un trade une fois de temps en temps qui est perdant, et qui vous fait perdre des journées de travail, voire qui vous fait perdre l'intégralité de votre compte, c'est pas bon. Il vaut mieux des petites pertes souvent et puis un grand gain de temps en temps. Voilà. Très souvent, on dit de ne pas risquer plus d'1% sur chaque trade. Ça, c'est une règle qu'on retrouve assez souvent quand on parle de... Oui, concrètement, 1%, si vous avez un compte de 10 000 euros, ça fait 100 euros, donc il faut le reconvertir en dollars, puisque le... Ah, mais je vais en parler. Donc c'est vrai, 1%, c'est ce qu'on dit souvent. Moi, pour mon trading personnel, je suis même en dessous de ça. 1%, c'est bien, il ne faut pas dépasser ça. Donc c'est vrai, c'est une règle qui est assez courante. Maintenant, le problème, c'est que le raisonnement, le calcul qui est fait de la part des personnes qui débutent sur le trading est mauvais. Parce qu'ils se disent, bon, alors j'ai mis en dollars, parce que ça va simplifier les choses au niveau des calculs, puisque les pips sont en dollars. J'ai 3000 $ sur mon compte, le pip, il est à 1 $. Bon, bah, du coup, si je ne veux pas risquer plus de 1%, il faut que je mette mon stop à 30 pips. Donc, le calcul est juste, on applique la règle des 1%. Maintenant, le problème, c'est qu'on ne tient pas compte du tout du marché. Parce que là, on ne tient compte que de son capital. Et effectivement, oui. S'il vous plaît, lorsque vous dites 1%, c'est quoi 1% de la valeur du compte. C'est la marge qui est prise ou 1% de la valeur du compte. Vous avez déposé 2000 € sur votre compte, vous ne perdez pas plus que 1% de ces 2000 €. D'accord. Voilà. Donc c'est le raisonnement inverse qu'il faut faire en fait, parce que si vous raisonnez de cette manière, si vous faites ce schéma, donc le calcul que je viens de donner ici, si vous faites ce calcul-là, c'est très bien. Ça prouve déjà que vous avez une notion de money management et que vous appliquez une certaine gestion du risque. C'est bien. Mais en ne prenant en considération que votre compte. Et ça, par contre, c'est pas bien parce que le marché, que vous ayez 3000 ou que vous ayez 200 000 ou que vous ayez 1 million sur votre compte, il s'en fiche le marché. Et si vous mettez vos stop loss en fonction de votre compte, qu'est-ce qui va se passer? La probabilité que votre stop loss soit touché est beaucoup plus importante parce qu'il ne sera pas placé sur le marché en fonction de ce qui se passe sur le marché, mais il sera placé sur le marché en fonction de ce que vous avez sur votre compte. Et ça, c'est pas bon. Oui, un pip à 1 $, c'est sur un trade, c'est sur un mini lot, c'est-à-dire une transaction de 10 000. Ça existe ça? Oui, ça existe. Oui, oui. Il y a même des micro-lots avec des points à 10 centimes. Donc 1 $, le point sur une transaction de 10 000. Ce qu'on appelle un mini lot. Et vous pouvez même avoir du 10 centimes de dollar le point sur ce qu'on appelle un micro-lot. C'est du forex, c'est pas du sur CFD, du forex. Hein. Non, sur du forex. C'est du Sur du forex.
Donc il faut avoir le raisonnement inverse concernant le money management, c'est-à-dire partir du marché, décider où mettre son stop loss en faisant une analyse de marché, et ensuite faire le calcul de la taille de son trade. C'est-à-dire en fait il faut faire le raisonnement inverse. Et très souvent les gens ne le font pas, et pour faire ce calcul, parce que le calcul, autant le premier calcul était simple, autant faire calculer la taille de son trade, c'est pas forcément évident et c'est une gymnastique qu'il faut prendre. Et quand on est sur le marché en direct, des fois on s'embrouille. Donc j'ai fait un tableur Excel qui est disponible sur mon blog en téléchargement libre. Et ce tableau Excel, je vais rapidement vous expliquer comment il fonctionne. C'est très simple. Vous avez 4 cases vertes, une case qui correspond à votre perte maximum, une case qui correspond à votre capital. Donc là, si j'ai 1000 €, je ne veux pas faire plus de 9 €. Le tableau, déjà, il me calcule automatiquement mon risque. Donc là, je suis en dessous de 1%, donc ça va. Je mets mon prix d'entrée, donc mon prix d'achat. Je mets mon prix de stop loss, donc, que j'ai déterminé en regardant le graphique, soit avec les moyennes mobiles, soit avec les supports résistance, soit en regardant le plus haut, le plus bas du marché. Ah, ça, c'est pas encore une fois le sujet de ce soir, comment placer votre stop. Il y a différentes techniques, mais j'ai placé mon stop en regardant et en tenant compte du marché. Le tableau va vous calculer la différence d'écart entre votre prix d'entrée et votre prix de stop. Alors, votre prix d'entrée, en fonction de si vous êtes acheteur ou vendeur, il peut être plus élevé ou plus bas, peu importe. Enfin, quoi qu'il en soit, que vous soyez acheteur ou vendeur, vous mettez toujours votre prix d'entrée et votre prix de stop. Vous remettez le prix ici, et là, vous avez votre écart de stop loss. C'est-à-dire, j'ai un écart de 50 pips entre mon prix d'entrée et mon prix de stop. Et la taille de la transaction que je dois faire est de 2600. Alors 2600, il n'y a qu'un broker qui peut vous proposer cette taille de transaction, c'est Oanda. Sinon, avec les autres brokers, vous arrondissez à 3000 et ça ne changera pas grand-chose sur la perte. 400 unités de devise, ça ne va pas changer grand-chose sur la perte finale. S'il vous plaît. Oui. Alors pourquoi est-ce que vous avez mis dans la colonne 3,50 et non pas... C'est parce que c'est des pipes. Hein. Ah oui. Alors j'ai mis... C'est ça. Là c'est 50 pips. Oui, oui, c'est oui, 1,4420 voilà. et 43. Bon, là, les chiffres ne sont pas à jour. Hein. C'est une impression d'écran du tableau, ils ne sont pas à jour du tout. Il faudrait 0 après. Il faudrait mettre de 4. Ouais, mais le tableau Excel, il a... Ouais, il faudrait que je mette les décimales. Mettre les décimales. C'est vrai. Ça fonctionne avec toutes les paires de devises parce que, en fait, alors là, celui-là, il est pour l'euro-dollar plutôt. Hein, parce que sur une paire de devises, on va le faire, c'est pas vrai. Ouais, on peut le faire, ça sûr. Mais pour une paire de devises, le calcul ne sera pas le même, puisque évidemment, là j'ai pris tout sur l'euro-dollar. Sur l'euro-dollar, on compte en euros. Donc après, c'est... Sur ce tableau, il n'y a pas moyen de modifier le prix du PIB pour... Le prix du PIB le prix du PIB, il dépend... le prix du PIB, c'est la conclusion, en fait, le prix du PIB. Le prix du PIB, c'est la conclusion de la taille du trade. Mais au final, si vous faites la taille de votre transaction divisée par le nombre de paires, vous aurez le prix du PIB. Mais là, ici, on ne cherche pas à savoir le prix du PIB, ici, on cherche à savoir quelle est la taille de la transaction. Je pourrais le rajouter, hein. Je pourrais le rajouter ici, un encadré, la valeur de votre PIB est de X euros. C'est possible, c'est pas très difficile, je pourrais le faire, effectivement. Mais là, ce qu'on cherche surtout à savoir, c'est quelle est la taille de la transaction que je dois prendre pour respecter mon risque souhaité au départ, qui est de moins de 1%. Donc, ce qui est intéressant, c'est la valeur du PIB pour un lot. La valeur du PIB pour un lot, c'est 10 $. Voilà, c'est ça. Pour l'euro-dollar. Ça, c'est important. Alors ensuite, tout le reste, ça en découle. Voilà, exactement. De la taille. Exactement. Exactement. Est-ce que j'avais pas des trucs comme ça à dire? Non, je pense que j'ai fait le tour. Il me reste combien de temps? Il est 19h55. Donc j'ai dépassé de 15 minutes, donc il ne reste plus de temps. Donc ça fait rien, sinon c'est pas pour 9 fois. Non, écoutez, oui. De toute façon, après, si vous avez des questions, maintenant moi je travaille à mon compte, donc je vous ai expliqué que j'avais travaillé pendant des brokers pendant plusieurs années. Maintenant, depuis le mois de décembre, je travaille à mon compte. Donc sur la petite brochure que vous avez eu, le petit dépliant, il y a mon numéro de portable, mon adresse email, mon Skype, enfin vous avez toutes les coordonnées au dos pour me contacter. Donc si vous avez des questions, là j'avais prévu 15 minutes de questions-réponses, mais finalement on a un peu débordé, donc je ne vais peut-être pas forcément avoir le temps de répondre à vos questions. Donc si vous en avez, vous m'envoyez un email, vous m'appelez sur mon portable. Alors par contre, je vous demande de m'appeler à des heures raisonnables, sinon il est possible que je blacklist votre numéro. Une dernière petite question. Qu'est-ce qui vous motive, vous, à faire ce genre de... Alors, ça c'est une excellente question et c'est sur ça qu'on va terminer ma partie. Avec Philippe, on organise des formations
Donc, des formations au trading qui se déroulent sur 5 jours. La prochaine formation, c'est du 18 février au 22 février. Non, pardon, du 18 février au 22 février. Moi, j'anime la première journée de la formation. Et voilà, avec Philippe, on organise donc ces formations. Sur mon site, il y a d'autres services. Alors là, je parle de ce qu'on organise une conférence à 2 avec Philippe pour faire la promotion des formations. Moi, j'ai d'autres services à côté que je vais développer au fur et à mesure. Ça va venir dans les mois, dans les semaines et dans les mois à venir. Du conseil, de l'aide, de l'assistance, mais je suis en train d'obtenir les agréments AMF. Ça prend du temps et je veux faire les choses dans les règles. Donc, tant que j'ai pas les agréments, je me limite à ce que je peux faire sans. En fait, ce qu'on a remarqué, excusez-moi, c'est que les courtiers, il n'y a pas de suivi. En fait, tant que vous n'avez pas ouvert un compte, ils vous draguent. Ah bah ils vont vous appeler toutes les semaines. Non, c'est merveille. Et vous avez dû remarquer pour certains, après il n'y a plus rien. Sauf quand vous faites des pertes. Ils vous rappellent, parce que là, c'est le truc qu'on vous a dit. Exemple, quand vous avez changé d'habitude, ils vont vous appeler, surtout si ça ne leur plaît pas, quoi. Et voilà. Donc en fait, justement, lui, il veut pallier, il veut faire l'inverse. Donc il a décidé de se mettre. Moi, je ne vous appellerai pas pour ouvrir un compte, mais je vous aiderai. Par exemple, le type de service qui sera à disposition. Exemple, vous avez une position où vous avez deux types. On va faire 2 exemples. Vous avez une position sur le marché, vous n'avez pas mis de stop loss, le marché est parti contre vous, vous êtes un peu paniqué, vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas quoi faire. Vous m'appelez. Moi, je vous aiderai. Alors, soit à sortir de la situation, soit de placer un stop à un prix judicieux, ou essayer d'arranger la situation. Autre cas de figure, vous avez envie d'acheter, mais vous n'avez absolument aucune idée d'où il faut mettre votre stop loss et votre take profit. Ensemble, vous m'appelez, ensemble on analysera la situation pour voir quelle est la chose la plus intéressante à faire dans votre scénario. Voilà. Vous pouvez préciser le coût de cette formation? J'ai pas le coût de la formation avec Philippe. Celle qui indiquait la journée, les 4 jours. Alors les 5 jours, c'est 1490. Et la journée, 390. Et la journée, si vous voulez suivre que la première... Alors en fait, la formation, elle se déroule sur 5 jours. Vous avez la première journée qui est niveau débutant et les 4 jours qui suivent que Philippe fait, sur lesquels il aborde un certain nombre de sujets. 1500, la première journée, 1490, la première journée, 390 si vous voulez suivre que la première journée débutant. Mais je vous conseille quand même de suivre. En fait, au début, ce qu'on a fait, c'est. Enfin, moi, au début, j'ai commencé 2 jours. Après, je me suis rendu compte que j'avais pas assez de temps. En fait, les gars, c'était pas de course. Mais là, il y en a peut-être. Oui, il y a madame là-bas qui a fait ma formation. Et comment. Vous pouvez témoigner, quoi. Et comment, je veux dire, c'était pas de course, parce que moi je baigne dans mon truc et puis c'est pas forcément. Moi j'ai suivi Il y a le temps de la réflexion qu'il faut. Moi je l'ai suivi 2 fois ta formation, la première de 2 jours quand j'ai débuté. Et donc après, je me suis dit, je passe à 3 jours. Et puis maintenant, je me suis dit, je passe à 3 jours, j'ai même pas le temps de tout expliquer, je passe à 4 jours. Je veux dire, parce que mon but, c'est pas de platérer un maximum et puis de faire, j'ai la science infuse, c'est surtout que les gens repartent et vraiment l'utilisent pour leur trading. Ma journée, la première journée que moi je fais, c'est vraiment les bases. Je vous donnerai des petits trucs justement que font les brokers, comment on peut contrer ce genre de choses, etc. Donc là, la première journée. Et après, Philippe, lui, vous expliquera, parce que Philippe, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'il travaille en salle de marché, donc lui, il vous expliquera quelque chose qu'ignore ceux qui ignorent justement les particuliers, comment travailler les professionnels et comment en tant que particulier on peut l'appliquer soi-même chez soi. Ben là on va le voir tout à l'heure, on va montrer le marché obligataire. Les traders forex regardent le marché obligataire. Donc je vais vous faire les bases un petit peu, vous en parler. Là on va s'arrêter. On va faire une petite pause. Vous avez des cafés, ils vont amener des petits gâteaux. 10 minutes, dans un quart d'heure on prendra 10 minutes. Pour ceux qui Est-ce que je peux avoir un petit dossier, vous avez. Je suis arrivé en retard. Ah oui, j'en ai. C'est bon. J'ai enlevé la chaise. Ouais. Ce qui est moche, c'est qu'on est ensemble d'ailleurs. Pour voir le monde. Tu veux pas mettre un plat? Si. Tu vas profiter de la pause. Ouais, mais ce qu'il y a, il va falloir parler à